خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم السلام عليكم زلفلاون bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien c'est extrêmement difficile de se poser cette question cette semaine il y a eu énormément d'événements l'actualité algérienne elle est tellement tonitruante elle est tellement hallucinante elle est devenue hollywoodienne. Donc, depuis le 8 septembre 2024, il s'est passé tellement d'événements qu'on a préféré prendre un peu de recul pour vous organiser un plateau afin d'analyser tout le déferlement d'événements extravagants politiquement, je dis bien politiquement parlant, c'est extravagant ce qui s'est passé dans notre pays. On a les résultats des élections présidentielles qui ont été changés. On passe de 5 600 000 votants à 11 200 000 votants. Des candidats qui récoltaient moins de 200 000 votants sont passés à 500 000, presque 600 000 votants ou plus de 904 000 votants. Abdelmajid Tebboune qui n'a rien demandé. Mais l'Algérie, vous imaginez, nous avons un candidat qui a gagné les élections à 94% et qui n'a rien demandé. On lui baisse son pourcentage à 84%, mais il nous rajoute 2 600 000 voix. On a vu la Cour constitutionnelle dont personne ne connaît le fonctionnement ou même l'existence en Algérie, qui a fait des apparitions. Algérie, on vous a fait pas mal de révélations au cours de cette semaine. Ensuite, il y avait la prestation de serment d'Abdelmajid Tebboune le 17 septembre 2024, le jour même de l'anniversaire du décès d'Abdelaziz Bouteflika. C'était sa 3e année d'anniversaire, parce qu'Abdelaziz Bouteflika était décédé le 17 septembre 2021. Et donc il y a des changements. Nous apprenons aujourd'hui que le général-major Mhenna Djebbar, le patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, vient d'être limogé, remercié et remplacé par un nouveau successeur. On en parlera plus tard dans une autre émission. Et Abdelmajid Tebboune, dans son discours, lorsqu'il a prêté serment, il a annoncé qu'il va faire un dialogue national inclusif avec les forces vives de la nation. Voilà, tout ce qui s'est passé, nous allons essayer de l'analyser tranquillement, raisonnablement, rationnellement, loin du sensationnalisme, loin de l'émotion. Et pour ce faire, j'ai le plaisir et l'honneur même, et le bonheur aussi surtout, d'accueillir avec moi deux invités de qualité, dont certains vous avez déjà l'habitude de connaître, puisqu'ils sont devenus des habitués dans notre plateau. Khoya Belhaïd Jamil Mahbabek, analyste politique, militant politique, l'une des figures du Hirak ici au sein de la diaspora algérienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton invitation. Je te dis bonjour et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci vraiment pour cette invitation, surtout à ce moment vraiment crucial pour parler de l'actualité en Algérie. Et j'ai aussi avec moi aujourd'hui notre ami, l'incontournable Bouzid Amirouche, qui commence à avoir plusieurs fans. Merci beaucoup Bouzid Amirouche d'avoir accepté notre invitation. Un devoir et un plaisir d'être parmi vous, merci. Alors, justement Bouzid, s'il te plaît, il faut que tu nous expliques, doucement mais sûrement. À chaque fois que je parle de toi, parce que c'est important, une expérience précieuse, tu as été directeur, encore une fois, d'un bureau de vote dans une localité de la wilaya de Tizi Ouzou lors des élections présidentielles de décembre 2019. Comment on peut, donc, quand on organise une élection présidentielle qui a nécessité 500 000 encadreurs, 63 000 bureaux de vote répartis à travers le territoire national, comment le 8 septembre, on peut avoir des chiffres et le 14 septembre, on peut avoir le double de ces chiffres? Comment, en l'espace de 4-5 jours, on peut passer de 5 600 000 votants à 11 200 000 votants? Et comment on peut découvrir qu'Abdelmajid Tebboune, finalement, on lui a enlevé le 8 septembre 2 600 000 voix qu'on a découvert, qu'on a pu identifier le 14 septembre? Est-ce que c'est possible, toi qui as géré un bureau de vote, est-ce qu'on peut avoir autant d'erreurs? La Cour constitutionnelle en Algérie a parlé de rectification d'erreurs matérielles. C'est une erreur matérielle, ça? Avoir des chiffres aussi contradictoires, aussi opposés? C'est triste et malheureux de vivre ça pour une nation, pour un pays comme l'Algérie, qui nous rappelle aussi tristement cette anecdote qu'on se dit ici à Paris sur les élections algériennes. Les années 40, quand on voulait parler d'élections truquées, les Français blaguaient de cette façon, ils disaient cette élection à l'algérienne parce qu'effectivement le bourrage, il avait commencé ici en Algérie, même dans les années 40. C'est triste que l'Algérie indépendante a hérité de ces pratiques. Pour ce qui est de cette élection du 7 septembre et même des élections d'avant,
Je pense que le pouvoir, le régime en place, a l'habitude de faire recours à la fraude et au bourrage et aux rectifications de dernière minute. Il est très simple de revoir les chiffres à la baisse comme de les revoir à la hausse, à la défaveur de concurrents, surtout dans les groupements de dépouillement. C'est-à-dire quand on regroupe le dépouillement au niveau de la wilaya, au niveau des daïras, au niveau de la wilaya et au niveau national, on peut toucher. Ce qui s'est passé le 7 septembre est assez édifiant parce que dans un premier temps, nous avions des résultats qui n'étaient pas affirmés de façon claire. On ne parlait pas de taux de participation, mais de moyenne de participation, ce qui est une façon de voiler et de cacher la vérité. Et dans un deuxième temps, malheureusement, le Conseil constitutionnel est allé à hauteur de 4 fois, 5 fois le nombre de voix obtenues pour certains candidats, juste pour qu'ils puissent atteindre les 5% et plus. C'est vraiment dommage pour la classe politique qui était historiquement inscrite dans le siège d'une opposition politique à projet politique démocratique. Et c'est triste pour notre pays de vivre toujours cette situation de fraude où le suffrage universel, où la volonté populaire est détournée. Je pense que... Mais Bouzid, mathématiquement, techniquement parlant, quand on dirige un bureau de vote, on a les procès de dépouillement, on a le procès qui recense les personnes qui ont voté, on a un procès verbal qui dit que les bulletins nuls, etc. Ça, c'est traçable le jour J. On n'a pas besoin, et ça, c'est l'autorité nationale, et c'est les organisateurs des élections qui ont ces chiffres-là. Je veux dire, les vrais chiffres, on les a le jour J. On les a le jour J, tout dépend des centres de vote. Par exemple, de tradition, dans la wilaya de Tizi Ouzou, de Béjaïa, par exemple, les PV de vote, ils sont transmis même aux représentants de partis. C'est une grande tradition que nous avons dans ces régions-là. Et c'est une vérité historique. Normalement, c'est une obligation aussi, oui, nationale. Dans oui, toutes les éléments, les représentants des on parle de la pratique. On parle de pratique, de la réalité. Mais dans les autres wilayas, je pense que même les représentants de candidats et de partis politiques, même concurrents, ne demandent pas ces PV. Un, deux, la présence des services de sécurité dans les centres de dépouillement est une forme de violence, est une forme de dissuasion pour les représentants de partis et de candidats pour qu'ils demandent les PV. Et bien souvent, ils ne les demandent pas parce qu'ils sont intimidés par la force. Alors, quand ces PV ne sont pas remis, il est clair que l'autorité en charge de récupérer les PV en fait ce qu'elle veut. En Algérie, précisément pour le 7 septembre, le pouvoir ne s'est pas gêné de la présence ou de l'absence de ces PV. Il a fait ce qu'il voulait faire et la force, c'est ce qu'il a voulu faire forcer. Et la forfaiture, elle est là. Mais on est bien d'accord que l'instance qui doit comptabiliser les votes. C'est l'autorité indépendante des élections. C'est les encadrants des bureaux de vote. C'est les commissions de wilaya. Tout à fait. Ce n'est pas comment la Cour constitutionnelle peut en 4 jours compter et trouver 5 600 000 voix supplémentaires. Humainement, ce n'était pas possible dans un délai aussi court. Et puis deuxièmement, objectivement, si elle a fait ça, elle a dû compter et présenter la preuve. Il faut présenter la preuve et traduire en justice et traduire dans la procédure les commanditaires, les auteurs de cette forfaiture. Mais on sait que cette forfaiture, elle est d'abord politique. C'est-à-dire que le pouvoir central, bien évidemment, elle est d'abord politique pour faire passer le candidat du système, quoi qu'il en coûte. Ça coûte beaucoup de choses. Blaise, quelle a été ta réaction, honnêtement, quand tu as vu que la Cour constitutionnelle, elle a annoncé 11 200 000 votants, 7 millions et quelques votants pour Abdelmajid Tebboune, un taux de participation de 46%, etc. Et des chiffres astronomiques complètement différents des premiers chiffres annoncés par Mohamed Chorfit à l'autorité nationale indépendante des élections. C'était quoi? Pourquoi ils étaient obligés de faire ça et en 4-5 jours? Et personne n'a pensé, ne s'est soucié de la crédibilité, de ces annonces, de la rigueur, de la légalité, de la régularité de ces chiffres. Alors, moi, je voudrais juste dire un petit mot parce que tu viens de dire tout à l'heure à la Hollywood, moi je dis Chouka. Parce qu'à la Hollywood, quand même, niveau chouïa.
Alors, Tchouktchouk a tellement ses bas. Alors, Bollywood, Voilà, même pas. Et moi, quand j'ai vu ça, je te cache pas, quand il y a eu on a d'ailleurs parlé ici, quand il y a eu enfin, le document qu'ils ont signé à trois, et l'appel qu'a fait de campagne, les trois, voilà, et le dépôt du document à la Cour constitutionnelle, soi-disant, pour dire qu'il y a problème sur les chiffres, ceci, cela. On a vu Aouchiche faire la conférence, Hassani la même chose et tout. Et bon, Tebboune, il n'a rien parce qu'il sait très bien que c'est lui qui va être président. Moi, je me suis dit, sûrement, ce qu'ils ont fait, sûrement, ils cherchaient à avoir un taux peut-être plus élevé ou peut-être enlever quelqu'un et montrer surtout Tebboune le fait qu'il a signé avec eux le document. Il va se dire que Tebboune, voilà, moi, il reste encore, moi je suis propre et je n'accepte même pas. D'ailleurs, je me mets du côté des deux candidats pour dénoncer le travail de l'ancien Aïssaba qui reste toujours aujourd'hui pour montrer que moi je suis propre. J'ai fait quand même un mandat qui était bien dans ses mensonges et tout, mais lui, il dit que j'ai fait un mandat quand même propre, contrairement à l'Aïssaba dont il était lui. Eh ben, il l'appelle Aïssaba. Et aujourd'hui, je vais aller vers un nouveau mandat pour avoir la confiance du peuple. Sauf que tout ça a été combiné uniquement pour que les taux vont monter des deux candidats juste pour qu'ils ne remboursent pas les frais de leur campagne électorale. Lequel c'était la combine consistait uniquement à donner des voix encore à Abdelali Cherif ou à Youssef Aouchiche, peut-être c'était compréhensible. Mais rajouter 2 600 000 voix à Abdelmajid Tebboune, qui n'a rien demandé. Oui. Il faut savoir que Abdelmajid Tebboune n'a pas déposé de recours. Oui. Il ne dépose pas de recours et on lui rajoute des voix. Oui. Je suis censé être objectif. Oui, j'y arrive. Non, il n'a pas de mot. Officiellement, il n'a pas déposé de recours. Non, officiellement, lui, il n'a pas déposé de recours. Il a signé un communiqué de presse. Un communiqué avec eux, soi-disant, il dénonce, mais le recours, c'est les deux. Et le recours, il a été rejeté. Non, il a été accepté dans la... Non, il a été accepté, mais après... je dans la forme, la Cour constitutionnelle l'a accepté. C'est tout à fait normal, ils sont obligés de l'accepter. Mais après, je pense qu'il y a eu un rejet par rapport aux demandes qu'ils ont... Ils ont demandé une enquête approfondie et tout. Il y a un seul rejet par rapport à un point qui a été soulevé, je crois, par Aouchiche, qui concerne des violences, des trucs qui ont été faits pendant la campagne, le jour du scrutin. La Cour constitutionnelle, elle a dit que ça ne relève pas de ma responsabilité. Ça relève de la Mais pour le justice, reste, la Cour constitutionnelle, elle a dit qu'elle a fait ses calculs, elle a vérifié les PV et voilà les chiffres. Oui. Et je continue juste par rapport à Tebboune, parce qu'il ne faut pas oublier que même nous, quand on parle, soit ici sur ce plateau, on nous suit. Hein. Ne croyez pas qu'on le fait, eux ils dorment. Et les chiffres ont été critiqués de 73%. Parce qu'à 73% d'abstention, ce président, il n'a aucune légitimité. Alors il faut augmenter le taux de participation, lui donner plus de voix même pour le président. Au lieu de 5 millions, je pense il est arrivé, je pense, à 7 millions. Presque 8 millions de voix. Presque 8 millions de voix. Même à ce chiffre, il n'a aucune légitimité vu que le peuple n'a pas voté. Mais tout ça pour dire que ils sont là juste pour montrer leur médiocrité vis-à-vis du monde extérieur. Parce que moi, j'en ai, peut-être vous avez vu, que tout le monde, la presse étrangère, les journaux étrangers, ils ont tous critiqué et même Arjaouna, c'est des blagues, vous l'avez dit, des blagues, Alena. C'est très grave. C'est très grave quand on arrive à une élection présidentielle qui est censée être l'avenir du pays, qui est censé être un changement qui va épanouir le peuple, qui va mettre l'Algérie quand même, comme ils le disent, dans une place quand même dans le monde, et surtout actuellement avec la crise qu'on a sur les frontières et la crise que vit le monde entier.
je pense qu'on vraiment, en ce moment, on n'a pas besoin de cette élection. Ils auraient pu plutôt peut-être faire autrement que de faire cette mascarade dans tous les sens, de la campagne électorale au jour des élections. Dieu merci que le peuple a répondu quand même bien pour cette mascarade, avec l'abstention et les villes mortes. Et surtout les résultats, alors les résultats, n'en parlons pas. Je rajoute juste un petit détail par rapport à M. Omar Belhadj. Il ne faut pas oublier qu'il y a le retour d'ascenseur. Omar Belhadj, c'est cette boune qu'il a, il a mis, il a été placé par Ben Salah comme sénateur, alors que Ben Salah n'avait pas ses prérogatives. Il n'était pas président de la République. C'est vrai. La loi lui interdit, il l'a mis. Et Tebboune l'a placé comme sénateur. Son fils. Lui, après, c'est son fils qui l'a remplacé. Exactement. Tu vois, c'est plutôt Ben Salah qui l'a placé comme sénateur. Après, il l'a mis à la place de son fils, après qui est de 36 ans. Alors qu'il n'a aucune expérience. Absolument. Il n'a aucune expérience. Et la même chose pour sa fille. Ils ont placé sa fille. Alors, je pense qu'il y a toujours le retour d'ascenseur. C'est exactement ce que nous avions révélé sur Algérie Park. C'est ce qui a tué l'Algérie aujourd'hui. C'est ça qui a tué l'Algérie. L'Algérie, elle est plus grande que tout ça. Je suis désolé. Elle est plus grande que tout ça. Il y a des compétences. Ce qui est nouveau, d'ailleurs, merci Bled de préciser encore nos révélations tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, c'est des juges. Auparavant, le trafic des résultats électoraux, c'était des autorités politiques ou administratives. Mais là, c'est des juges, Yabouzid. Ouais. Des juges qui apparaissent à la télé et qui disent « Attendez, il y a eu 11 millions de votants, 2 millions et 600 000 supplémentaires, il y a eu 500 000 et quelques pour Aouchiche, 900 000... » Alors que c'est des juges, qadi. Ouais. Alors que le juge, il a un serment, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'on ne mesure pas ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est une dictature, l'Algérie, c'est vrai que la justice du téléphone, mais quand même, on n'a jamais eu ça, Bouzid. Est-ce qu'on a eu des juges qui ont validé ouvertement, à la place du politique, une manipulation électorale? Ce constat... Ils n'ont pas validé, ils ont organisé une manipulation électorale. Ce constat nous renvoie à la complexité du problème algérien. Il faudrait garder en mémoire et remettre sur la table que le RND est à majorité un parti politique composé de l'administration algérienne. Toute l'administration algérienne, dans sa quasi-totalité, s'est engagée dans ce parti. Et c'est ce qui explique la complexité de réaliser un changement démocratique en Algérie. C'est que le système, il a sa clientèle. Et l'administration est partie prenante de cette clientèle. Et la justice, c'est encore pire. Et la justice ne déroge pas à cette culture. Et tout le problème, il est là. Et on sait tous que, justement, le premier problème, et nous avions discuté avant l'émission, le premier problème à régler, la première urgence, le premier chantier, était de libérer la justice de la mainmise du pouvoir exécutif. Et toutes les démocraties du monde sont passées par ce premier chantier. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on est étonné de voir cette justice aux ordres. Au contraire, le premier problème, c'est cette justice aux ordres. Alors qu'on ne vient pas me dire aujourd'hui que nous sommes étonnés de voir cette justice aux ordres. Non, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça, ce n'est pas quelque chose qui nous choque. Tous ces Algériens qui sont mis en prison, qui sont condamnés à des peines, juste pour avoir écrit quelque chose sur Facebook, juste pour avoir fait son travail, juste pour avoir écrit un article, juste parce qu'il y a eu des personnes, des organisations, des associations qui ont exprimé une idée contraire aux idées destructrices du pouvoir, ils les mettent en prison. C'est qui? Oui, tout cet arsenal juridique. Ce sont les juristes qui l'ont mis en place. Ce sont les juristes qui sont en train de l'exécuter à différentes échelles de cette administration, qu'elle soit judiciaire ou autre. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau et que principalement c'est un des fondements de ce régime autoritaire.
Alors, moi, je pense, juste un petit détail par rapport, puisqu'il a parlé de la justice. Moi, je pense aujourd'hui, il y a certains, peut-être, juges, procureurs, ou les gens qui font. Je pense qu'ils sont en train de faire de la concurrence pour trouver des lois à mettre, pour vraiment mettre une répression en Algérie pour plaire à ces gens-là qui gouvernent. Je parle de certains juges. Ils gagnent leur servitude. L'excès de zèle, ouais, c'est terrible. Hein. Ils font tout pour gagner leur servitude. Alors, en parlant de nouveautés quand même, alors après tout ça, 3 jours après, cette fameuse annonce du 14 septembre qui restera dans les annales de l'histoire, hein, la première fois on voit une manipulation, une falsification aussi flagrante, aussi scandaleuse des résultats d'une élection présidentielle. Il y a eu quand même ensuite, 3 jours après, donc le 17 septembre 2024, la prestation de serment constitutionnelle d'Abdelmadjid Tebboune qui a commencé donc officiellement son 2e mandat le 17 septembre dernier. Il a fait un discours, il a parlé, il a donné des chiffres, il a fait des annonces, tout ça on l'a vérifié, il y a beaucoup de contradictions, d'ambiguïtés, de mots d'erreur et des bêtises, d'approximations et même des promesses magnifiques, etc. Mais je ne sais même pas si on pourra les tenir un jour. Mais il a dit quelque chose de nouveau. Ouais. Il a parlé d'un dialogue national qui sera ouvert prochainement. Voilà ce qu'il a dit, je vous lis. Un dialogue national ouvert sera lancé, nous permettant de baliser ensemble le chemin qu'empruntera notre pays en matière de consécration de la véritable démocratie. Non pas celle des slogans, mais celle qui donne la souveraineté à ceux qui la méritent. J'ai beau essayer d'analyser cette déclaration de Tebboune. La souveraineté à celle qui la mérite. La souveraineté, elle est au peuple. Est-ce que parmi les Algériens et les Algériens, il y a une catégorie qui ne mérite pas la souveraineté? Et la réelle démocratie, dans ce cas, les 5 ans, c'était du khorta. Voilà. Il parle d'une démocratie, la consécration de la véritable démocratie et non pas celle des slogans. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas été encore dans la véritable démocratie. Est-ce qu'il n'avoue pas, est-ce qu'il est conscient qu'il est en train d'avouer à lui-même? Il est en train de dire au monde entier, aux Algériennes et aux Algériens, je m'excuse, ces 5 dernières années, c'était pas de la démocratie, c'était du khoroto. Mon élection pour un 2e mandat, c'était de khoroto aussi. Je m'excuse, mais maintenant, je vous promets, on va faire un dialogue pour aller vers la véritable démocratie. C'est ça. Déjà, le dialogue, il ne faut pas oublier qu'il a appelé l'Mchem. C'était au dialogue national, c'est la même chose. C'était en 2022. C'était un an après, je pense, ou un an et demi ou après son élection. Alors, juste pour préciser, l'Mchem, ce n'était pas un dialogue, c'était un processus qui a permis de réhabiliter et de pardonner et d'amnistier, de gracier un certain nombre d'opposants, notamment ceux d'un certain mouvement, des mouvements politiques classés comme terroristes qui Marachet et le MAC. Oui, mais... Voilà, mais ce n'était pas un dialogue, il n'y a pas eu de dialogue. Ness, elle a accepté, les gens ont accepté, ils ont demandé pardon au régime, le régime les a pardonnés. Il leur a pardonné, en contrepartie, Mahadro, ils se sont retirés de la vie politique. Tout en gardant le 87 bis et les détenus d'opinion en prison. Alors, il n'y a pas eu de dialogue. Voilà, alors aujourd'hui, il a parlé du dialogue. D'ailleurs, on en a parlé beaucoup, autour ici même en Algérie, on a eu beaucoup de retours là-bas. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai pris quelques notes ici, s'il appelle à ce dialogue national, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que la justice, elle reste comme ça? Est-ce que les médias, ils vont rester comme ça? Parce qu'avant d'entamer, d'accord, c'est beau, hein, c'est très beau d'appeler au dialogue national, ça veut dire d'appeler tout le monde. Mais que demande le peuple? Comment on dit, tu vois, l'aveugle, il va avoir que la lumière. Mais dans quelles conditions? Maintenant, je pense que la première qui doit assurer ça, il faut qu'il y ait une justice indépendante. C'est pas la justice à téléphone. Il faut qu'il libère les détenus d'opinion. Le 87B, ils doivent le gommer. Il y a les détenus d'opinion. La libération, c'est pas la libération parce que c'est pas la grâce comme l'a demandé M. Aouchiche qui a demandé la grâce présidentielle, parce que quand on demande la grâce présidentielle, c'est des gens condamnés pour des faits avérés avec un jugement. Après, s'il a 5 ans de prison, le président, après 2 ans, après 3 ans, il a son mandat, il commence son mandat, il fait une grâce présidentielle. Mais ces gens-là, ils n'ont rien fait.
Ces gens-là, ils ont demandé un changement en Algérie, c'est tout ce qu'ils ont demandé. Ni ils ont volé, ni ils ont tué, ni ils ont rien fait. Et en plus, la plupart, là, ils sont en mandat de dépôt. Deux ans, 1 an, 2 ans en mandat de dépôt. C'est-à-dire en détention provisoire. Provisoire, ils n'ont même pas été condamnés jugés. définitivement. Ils n'ont même pas été jugés ni condamnés. C'est terrible. Alors, s'il appelle au dialogue, ces jeunes-là, ils doivent sortir, ils doivent être réhabilités aussi. Je donne l'exemple aussi de d'autres personnes qui sont sorties. Kamira Naïtsid, il y a beaucoup de militants qui écrivent « Elle a été libérée, elle n'a pas été libérée ». Elle a terminé sa peine. Voilà, elle a passé sa peine injuste en plus. C'est une peine injuste. Ces gens-là aussi, ils doivent être réhabilités, mais c'est tout ça. Le 87 bis dont je viens de parler. Après, quand on va au dialogue, comment ça va se passer? Tebboune, lui, il va être quoi dans ce dialogue? Est-ce que c'est le maître, il doit le gérer comme il veut? Est-ce que c'est le DRS qui va gérer ce dialogue? Ou est-ce que c'est toutes les parties de l'opposition qui vont déjà gérer ce dialogue? On ne parle pas des gens qui vont s'asseoir pour parler. Qui va gérer ce dialogue? Ben, c'est tout ça. Parce que c'est appelé comme il l'a fait, l'Ihbidji, celui qui veut venir. Ben, c'est pas comme si tu fais comme on a dit tout à l'heure, tu fais une fête, tu dis aux gens, allez, celui qui veut venir manger le couscous, il vient. Mais c'est pas comme ça. Et c'est toute une préparation pour ce dialogue qui va... Surtout, pourquoi maintenant, Bouzid? Pourquoi maintenant? C'est-à-dire, voilà, le dialogue n'avait pas commencé normalement, logiquement, on dialogue en prévision d'organiser des élections présidentielles. Oui. Alors, les élections sont passées, le deuxième mandat est acté, maintenant on commence à dialoguer. Une fois que j'ai eu mon deuxième mandat, maintenant on dialogue, c'est ça. Maintenant je peux dialoguer, c'est ça l'idée. Je pense que les faits ont démontré que Tebboune il a eu le contraire de ce qu'il avait planifié. D'abord... pour les élections. Oui, pour les élections. D'abord, l'on se souvient tous comment est-ce que Chorfi était gêné de lire la liste des candidats validés pour l'élection. C'est le 25 juillet dernier. Oui, d'abord, l'annonce des candidats qui ont été retenus pour les élections présidentielles anticipées. Je pense que les Algériennes et les Algériens ont tous vu en direct que Chorfi lisait quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Voilà, la première chose. Le deuxième acte, ce sont les résultats du 7 septembre. Les Algériennes et les Algériens ont boycotté massivement cette élection et que les résultats annoncés par la Chorfi ne parlaient pas du taux de participation, mais d'une moyenne de participation parce que Chorfi et la sensibilité qu'il représente dans le régime ne voulait pas acter une élection à la faveur de Tebboune qui lui permettrait de toucher à la Constitution et d'ouvrir le nombre de mandats, parce que Tebboune, c'est ce qu'il voulait. Il voulait avoir cette légitimité, cette force d'agir, cette caution populaire pour aller toucher le texte fondamental pour ouvrir. C'est-à-dire, tu veux dire que vous dites que Tebboune va essayer de faire un troisième mandat? Tout à fait. Mais là, il a 79 ans, comment il va le faire? Biologiquement parlant, il est condamné, non? Justement, on y est. Alors là. Oui. Alors, les résultats sont là. Je rappelle juste qu'aucun président dans l'histoire de l'Algérie n'a fait plus de 81 ans ou 80 ans. Bouteflika, c'était le dernier, mais on n'a jamais eu un président aussi âgé. Bouteflika, 81 ans, Bouteflika. Non, même pas. 80 ans, 81 ans. Il était question d'un 5e mandat. Oui, mais justement, il est tombé à l'eau. Si ce n'était pas un rapport de force, il était question d'un 5e mandat. Donc je pense que ça le travaille d'ores et déjà le 3e mandat. Oui. Et puis, Tebboune, il a fait campagne autour d'une idée, d'un projet qui s'est articulé autour de la continuité. L'istimarariya fait toutes les réalisations du premier mandat et la continuité vers un deuxième mandat. Alors que à la cérémonie de son investiture, il parle de rupture. Il parle d'aller vers une conférence nationale. Parce qu'il a pris acte. Il a pris acte de son échec. Et du boycott populaire et massif des Algériennes et des Algériens dans cette élection. Je pense que ce boycott-là ne doit pas seulement interpeller les tenants du pouvoir, mais aussi l'opposition, pour qu'elle devienne une force de proposition, une force d'alternative. Parce qu'au rythme où va
cette culture politique, cet exercice de la politique, que ce soit l'exercice du pouvoir de la part du régime ou bien l'exercice de cette opposition politique, au rythme où vont ces mécanismes, les Algériennes et les Algériens vont finir par dire ne nous appelez plus à ces élections et ne nous appelez plus à ce boycott. On en a assez. En l'absence d'une perspective politique réelle, porteuse de changement et d'horizon démocratique, les Algériens, ils n'ont pas autre choix que d'aller prendre le bateau, la flouka, pour partir en Europe. Alors je pense que cette idée d'aller vers une conférence nationale, il faudrait la saisir. Pas dans le contenu que voudrait lui insuffler le Tebboune, parce qu'on a vu qu'à cette cérémonie de consécration, toute la nomenclature du système a été conviée. Toute la clientèle politique, Oui, mais ça a toujours été ainsi. plus que d'habitude. Tous les dinosaures, le retour de Belkhadem, le retour des anciens, C'est un fait oui, marquant. oui, c'est la nomenclature du système. Le Belkhadem qui système- était assis à côté du Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée. Nous, on a expliqué pourquoi, faire Report, on a expliqué, il est pressenti pour être le remplaçant de Salah Goudji, l'actuel président du Conseil international. C'est lui qui devrait le remplacer. Mais voilà, mais c'est un cassé qui est le retour. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans tout ce qu'il a dit, parce que les mots ont un sens. Et on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est président de la République, notamment lors d'un discours qui ponctue une cérémonie de prestation de serment constitutionnel. Il a dit la véritable démocratie, non pas celle, c'est des slogans. En nous allant baliser ensemble le chemin qu'empruntera notre pays, et la souveraineté à ceux qui la méritent. Ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui sont exclues, à ceux qui la méritent. Je mets à ceux qui la méritent. C'est qu'on va dialoguer avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Ben, à ceux qui la méritent, peut-être que lui, il parle des personnes qui ont répondu à son appel pour les élections, même les gens qui n'ont pas pris, exemple, Zoubida Assoul et les autres, hein, qui n'ont pas été acceptés. Et juste, je rajoute, quand tu as parlé par exemple, de Tebboune par rapport à l'ouverture de la Constitution et tout, tu as fait un parallèle avec Bouteflika. Après, ça reste mon avis. Moi, je pense que ce n'est pas la même chose. Parce que Bouteflika, à un moment donné, il avait le pouvoir, contrairement à Tebboune. Bouteflika, quand même, dans son premier mandat, on le voyait et il a sillonné le monde entier. L'Idji, Daraham. Bon, le Bahbouha, tout le monde prenait de l'argent. Et il avait quand même une certaine force quand même, de l'étranger, d'une assurance, une protection bras. Et en Algérie, il faisait ce qu'il voulait. En Algérie. C'est pas le cas de Tebboune. Je pense, après, chacun comment il analyse la chose. Hein. Tebboune, on l'a vu qu'à l'intérieur, il n'a même pas pu ni gérer ni la frontière, ni à l'intérieur. On a vu la claque qu'il a reçue au BRICS. Tout ça, de plus en plus, ça l'a fait. L'appel au dialogue, c'est quoi? C'est une manière de préparer son départ. Alors, parce que vous dites qu'il parie sur une volonté manifeste de préparer un troisième mandat, de rester encore au pouvoir. Moi, je pense l'appel au dialogue, elle est venue suite aux résultats des élections, pas les résultats chiffrés qu'ils ont donnés. Les résultats réels. Et le peuple qui a montré qu'il ne voulait pas de ces élections. Il ne voulait pas de ces élections. Alors, suite à ça, il a appelé au dialogue national de peur, je le dis et je l'assume, de peur de ce qu'il va y avoir en face. Soit de l'opposition, soit du peuple. C'est l'histoire de... est-ce que c'est appeler au secours? Je ne sais pas si c'est le mot, mais d'appeler les gens, venez, allez, moi je vous tends la main, on va discuter. Mais bon, la discussion, c'est comme ils la veulent. Hein. C'est comme l'a fait une fois Bouteflika, il a fait rentrer des gens, enfin le RCD et tout, dans
dans l'appareil de l'État. Après, rien n'a changé. Moi, je pense que quelque part, c'est ça. Il fait appel à l'opposition de venir, on se met à table. C'est l'Algérie qui passe avant tout. Ben, le discours populiste qui a toujours pris le dessus, et pour que les gens viennent. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que ça va se passer comme ils le veulent. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un raccourci que les résultats des élections ont imposé. Je pense que nous ne sommes pas dans un deuxième mandat. Nous sommes à la fin, politiquement, nous sommes à la fin du deuxième mandat. Du premier mandat. Je parle du deuxième mandat. Du deuxième mandat, d'accord. Je parle politiquement. Il a commencé le 17. Déjà là, déjà il est la fin. Politiquement, nous sommes à la fin du deuxième mandat. C'est-à-dire, expliquez-nous. Il y a une guerre de succession qui vient d'éclater au grand jour. Et la déclaration de Belkhadem d'avertir Tebboune de ratisser large est une tentative d'encadrer la direction vers laquelle ira cette proposition de conférence nationale. Et cette guerre de succession, elle a été ouverte par les résultats des élections qui ont imposé à Tebboune de prendre acte. Il a pris acte en disant, qu'il fallait remettre cette souveraineté à ceux qui la méritent, parce qu'il le dit par les résultats réels de cette élection, qu'il ne mérite pas cette souveraineté, qu'il ne mérite pas d'être président, qu'il fait une offre d'aller vers une conférence nationale. Je pense que la guerre de succession est ouverte et que nous ne sommes pas au début d'un deuxième mandat et que, sérieusement, Tebboune ne pourrait pas terminer son mandat. C'est une lecture très intéressante, même si elle est inquiétante et alarmante. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup, Rouya Bouzi. Je remercie beaucoup, Rouya Belaïd. Nous arrivons à la fin de notre débat. C'est très compliqué de conclure. On aurait aimé analyser, parler encore et évoquer. Mais aujourd'hui, on peut se contenter de ces éléments que nous avons donnés. Nous reviendrons très prochainement avec d'autres perspectives, d'autres points de vue. Et nous suivons de tout près l'évolution de la situation. Le débat consacré, le studio consacré aux élections présidentielles devait s'achever le 8 septembre. Et c'est pas terminé. On n'a pas pu le clôturer. Est-ce qu'on pourra le clôturer ce soir ? On en parlera après parce que malheureusement, nous constatons que les conséquences ou les ratages ou les dérives ou les dérapages de cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre sont toujours d'actualité, ont produit en tout cas des effets sur le quotidien des Algériennes et des Algériens. Et c'est pour ça que nous avons maintenu ce studio. Sinon, peut-être on reviendra bientôt avec un autre format de débat et d'analyse. D'ici là, faites attention à vous. À bientôt.